Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'un diptyque consacré au pouvoir et à ses représentations dans l'art. Tel que vous me voyez affublé, vous pensez certainement que j'incarne bien l'image des puissants au XVIIIe siècle. Et vous auriez raison dans une certaine mesure, puisque mon costume est un costume d'homme, et que, aujourd'hui encore, quand on pense aux figures historiques du pouvoir, on pense avant tout à des hommes. Sauf que les femmes, elles en ont eu du pouvoir, c'est juste qu'il s'est exprimé différemment, parce que pendant longtemps, elles n'ont pas pu l'exercer officiellement. Et comme le Louvre en a vu défiler des femmes de pouvoir, je vous propose un petit retour historique sur les grandes de ce monde. Bien sûr, pour parler de pouvoir au féminin, on aurait pu parler de beaucoup de civilisations ou de périodes historiques. On aurait pu par exemple parler de Karomama, cette divine adoratrice du dieu Amon. En Égypte, cette femme, considérée comme l'épouse de son dieu, était chargée de procéder à des rites afin d'apaiser ce dernier. Telle qu'on la voit représentée sur cette statue, elle est l'égale d'une reine, car en Égypte antique, les femmes pouvaient avoir un sacré pouvoir grâce à la religion. Mais ce n'est pas d'elle dont on va parler. On va, comme sur le pendant de cette vidéo que vous trouverez sur ma chaîne, se concentrer sur la France chrétienne du Moyen-Âge à la Révolution française. Et on commence tout de suite avec le Moyen-Âge. Pour cette longue période, qui s'étend du 5e au 15e siècle, il est assez complexe de parler du pouvoir des femmes, puisqu'elles n'y ont pas de statut unique et uniforme. Et bah oui, pendant des siècles, c'est sûr qu'il y a forcément eu des hauts et des bas. Mais alors qu'on a cette image très obscurantiste du Moyen-Âge, il peut surprendre par son progressisme, notamment à l'égard des femmes. Prenez par exemple la figure d'Aliénor d'Aquitaine, qui domine tout le XIIe siècle, tant pour son aspect politique que culturel. Elle hérite à la mort de son père d'un important rôle de duchesse. Et bien qu'elle épousera le jeune Louis VII, d'avec qui elle fera annuler le mariage à son initiative, afin d'épouser Henri II Plantagenet, elle n'abandonnera jamais sa charge de duchesse, alors même que son second mari est réputé pour son amour du pouvoir. Connue pour son esprit d'indépendance, elle n'hésite pas à prendre le contre-pied de ses époux, demandant par exemple à ses barons de quitter le contingent français lors de l'assaut sur Édesse. Une autre manière dont s'exerce le pouvoir des femmes au Moyen-Âge, c'est à travers la régence. Blanche de Castille, la veuve de Louis VIII, se trouve dans une situation bien complexe au décès de son mari. Son fils n'a que 9 ans et les féodaux rêvent de reconquérir le pouvoir laissé aux mains de ce bambin. Mais Blanche a bien l'intention que son fils hérite d'un royaume au pouvoir fort, donc elle endosse les rôles de chef de guerre et de diplomate. Des rôles dans lesquels elle excelle tellement d'ailleurs que Saint-Louis n'hésitera pas à lui confier la gouvernance de la France lorsque lui-même partira en croisade. Balèze, la Blanche de Castille. Mais ça, c'était les XIIe et XIIIe siècles, où les femmes pouvaient avoir du pouvoir et l'exercer ouvertement. Sauf qu'au XIVe siècle va se produire un événement qui non seulement va exclure les femmes de la succession au trône de France, mais du gouvernement lui-même. Louis X le Hutin meurt, laissant la couronne, pour la première fois de son histoire, sans héritier mâle direct. La seule enfant vivante de Louis X, c'est Jeanne de Navarre. Mais après tout, elle pourrait hériter. Je veux dire, on a déjà vu dans l'histoire de France des femmes tenir les rênes du pouvoir. Sauf que le frère du défunt roi, lui aussi, il aimerait bien sa part du gâteau. Et il voit dans cette situation l'occasion idéale de se tailler la part du lion. Il exhume une vieille loi, appelée loi salique, qui exclut les femmes et leurs descendants de l'héritage d'un fief ou d'un royaume. Exit la concurrence et vive le roi Philippe V le Long, même si moi personnellement j'aurais bien une autre idée de surnom pour lui, mais je vais rester polie. Et c'est ainsi que, progressivement, on entre dans cette partie de l'histoire du pouvoir dont les femmes sont exclues. On entre dans une nouvelle période historique, la Renaissance. Quand je dis Renaissance, je suis sûre que les mots progrès, amélioration, pensée libérale, monde des arts, tout ça, ça vient à votre esprit. Fini le Moyen-Âge obscurantiste et barbare, hein. Et pourtant, c'est bien à partir de la Renaissance que le statut des femmes régresse à de multiples niveaux. Elles vont se faire évincer du pouvoir en deux règnes, celui de Charles VIII et celui de Louis XII, qui vont doucement, mais fermement, les éliminer du champ gouvernemental. Charles VIII, pourtant, a grandi sous la régence d'Anne de Beaujeu, une digne héritière de Blanche de Castille, lorsqu'il s'agit d'user de bon sens politique. Mais il faut croire que sa mère n'a pas trop inspiré le jeune roi, peut-être plus influencé par l'image de passivité que lui renvoie son épouse, Anne de Bretagne. Cette dernière était sans doute trop jeune lors de ce premier mariage, et elle se ressaisit pas mal lors de son second mariage avec Louis XII, auquel elle arrive à imposer certaines de ses conditions, genre l'indépendance du duché de Bretagne. Mais surtout, elle va s'entourer de femmes, créant une sorte de cour qui connaîtra son essor un siècle plus tard avec François Ier. Alors certes, ce pouvoir de femme de cour est plus caché et détourné, et on n'est déjà plus vraiment devant une reine qui gouverne au grand jour. Mais une reine forte tout de même, qui n'arrivera cependant pas à préserver ce pourquoi elle s'était battue, à savoir l'indépendance de la Bretagne. En fait, les reines et régentes comprennent qu'elles vont devoir gouverner depuis l'ombre. C'est le cas avec François Ier, qui à sa montée sur le trône est entouré de deux femmes, sa mère Louise de Savoie et sa sœur Marguerite de Navarre. Sa mère surtout sera présente au Conseil du roi, consultée sur nombre de décisions, régente lors des expéditions de son fils. Bref, Louise de Savoie distille ses idées de manière souvent discrète. Et c'est ainsi que la nouvelle figure féminine du pouvoir devient la favorite.
De tout temps, les rois de France ont eu des maîtresses, mais la favorite n'est pas uniquement une amante, elle est surtout une femme influente qui tire son pouvoir de sa couche. Ainsi, il est fort possible que Diane de Poitiers, la favorite d'Henri II, ait eu plus d'influence sur lui que sa propre femme. En même temps, pauvre Catherine de Médicis. Déjà qu'il est difficile d'être reine en France quand en plus on est une reine étrangère et honnie. Personnage complexe et nuancé, l'image de cette reine et régente est celle d'une calculatrice retorse et empoisonneuse. Bref, pas facile d'être une italienne à la cour de France en cette période troublée. Et puisqu'on en est à parler de Catherine de Médicis, difficile de ne pas évoquer une de ses successeurs, Marie de Médicis. Épouse d'Henri IV, elle est la dernière reine sacrée de l'histoire de France. On la voit d'ailleurs ici représentée en majesté la veille de son couronnement. Suite à l'assassinat de son mari, elle devient la régente du futur roi Louis XIII et c'est durant cette période qu'elle s'investit dans le mécénat artistique. En effet, si on reconnaît à Henri IV un important rôle de maître des arts, j'en parle davantage sur ma chaîne, il ne faut pas oublier son épouse qui fut une mécène complète. Elle considérait qu'encourager les arts faisait pleinement partie de l'exercice du pouvoir, ce qui lui permettait également de justifier sa politique par une fine propagande. Elle a notamment commandé à Rubens un cycle pictural entièrement dédié à sa gloire. Ça doit faire du bien à l'ego tout ça, dis donc. Les femmes en sont réduites à exercer leur pouvoir en secret. Pour avoir du pouvoir, le mieux c'est alors de mettre un puissant dans son lit, à la manière de Madame de Pompadour, favorite de Louis XV, dont elle influence grandement la politique. Influence qui lui vaudra d'ailleurs de nombreux pamphlets injurieux et la haine de milliers de dévots qui finiront par avoir raison du roi. Sa relation avec la marquise de Pompadour prend fin, mais celle-ci parvient à rester dans l'entourage direct de Louis XV, qu'elle excelle à distraire. Elle lui fait découvrir les arts, organise des fêtes, des représentations théâtrales et entretient le goût du roi pour les bâtiments et les jardins. Comme Marie de Médicis, la marquise de Pompadour est une femme mécène qui exerce son pouvoir à travers les arts et la culture. Et elle n'est pas la seule. Comme les femmes modernes n'ont plus accès au pouvoir, il leur faut de nouveaux moyens pour sensibiliser, orienter et en somme, diriger les hommes. Pour ce faire, elles usent avec maestria des salons. Créés en 1610 par Madame de Rambouillet, les salons sont le rendez-vous de la crème de la société. Une sorte d'académie miniature des beaux esprits où l'on croise des hommes et des femmes de pouvoir. Certaines femmes n'hésitent pas à user des salons pour booster la carrière politique de leurs époux, à la manière de Madame Roland. Pour les femmes modernes, avec l'influence qu'ils ont sur les arts et les lettres, les salons sont un réel moyen de faire passer leurs idées, mais également de jouer un rôle considérable dans l'évolution du goût et de la pensée. Et j'ai envie de dire tant mieux, car du côté du pouvoir officiel, ça chauffe un peu pour les femmes. Reine étrangère et s'intéressant peu à l'exercice du pouvoir, Marie-Antoinette est la cible de beaucoup de critiques virulentes. Et cette reine honnie, on sait tous comment elle a fini. Mais assez paradoxalement, la République, qui a choisi comme icône une femme, ne réserve pas la meilleure des places à ces dernières lorsqu'il s'agit d'exercer concrètement le pouvoir. Juridiquement incapable, car l'équivalent de mineur, il est à nouveau impossible pour les femmes d'avoir accès au pouvoir politique, elles qui ont pourtant pris part à la Révolution. Heureusement, les revendications féministes ne sont plus très loin et ce sont bien elles qui vont permettre aux femmes d'avoir accès à ce pouvoir dont elles ont été si longtemps écartées. Et voilà qui conclut ce bref retour sur la place des femmes dans l'exercice du pouvoir en France. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont les puissants ont utilisé l'art pour justifier leur pouvoir, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. De mon côté, je tenais à remercier le Musée du Louvre de m'avoir ouvert ses portes et un grand merci à toutes ces équipes pour leur aide précieuse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.